Hello YouTube, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne semaine, que vous faites des bonnes lectures comme d'habitude. Et je vous retrouve aujourd'hui pour mon bilan lecture du mois de juillet. En juillet, j'ai lu une vingtaine de livres, mais il y en a certains, je ne vais pas trop pouvoir vous en parler parce qu'ils ne sont pas encore sortis ou ils n'ont pas encore été annoncés par la maison d'édition. Et on m'a demandé de garder ça un petit peu confidentiel. Mais rassurez-vous, j'ai quand même genre 18 livres dont je sais que je peux vous parler, à vous présenter. Donc sans plus tarder, parce que sinon ça va durer 4 piges, on le sait, et bien c'est parti pour les livres que j'ai lus durant ce mois de juillet. Et je pense que c'est un exploit parce que la vidéo a commencé depuis genre 30 secondes et j'ai déjà répété 14 000 fois le mot juillet. Super. Donc c'est parti pour mon bilan lecture du mois de juillet. Au cas où vous n'auriez pas compris, je vais vous raconter ce que j'ai lu en fait au mois de juillet. Donc le mois de juillet, ça a été un mois très chargé parce qu'en juillet, j'ai quand même beaucoup lu. Allez, j'arrête, mais plus sérieusement, j'ai commencé le mois en terminant un livre que j'avais attaqué du coup fin juin. Un livre en VO, il s'agit de Maybe in Another Life de Taylor Jenkins Reid. Mais calmez-vous, monsieur. Vous n'êtes pas sans savoir que je suis méga fan de cette autrice. Je vous en ai du coup déjà parlé dans ma dernière vidéo bilan, mais je voulais refaire un petit topo dessus quand même. Il faut savoir que j'ai ma petite tradition, c'est-à-dire que j'ai décidé toute seule de cette tradition, hein. C'est une tradition nulle, il n'y a que moi qui la suis, elle ne sert à rien. Mais la première année où je suis partie en vacances avec mes copines, je lisais du coup Les Sirènes de Malibu, enfin quand il est sorti en anglais du coup, et je sais pas, ça apportait une vibe et tout. L'année d'après, comme par hasard, presque comme par hasard, j'avais un autre roman de l'autrice dans ma pile à lire, donc je l'ai pris aussi. Donc en fait, chaque année que je pars avec elle, je lis un roman en anglais de Taylor Jenkins Reid. Voilà, c'est tout. C'est vraiment une tradition nulle, hein. En plus, est-ce qu'on peut vraiment parler de tradition si je suis la seule à la suivre? Je ne crois pas, mais bref. Tout ça pour dire que là, c'est le troisième été où je pars avec mes copines, et donc le troisième roman de l'autrice que je lis en VO. J'ai l'impression que ça m'apporte un petit truc supplémentaire, le fait de lire pendant mes vacances, de lire à la plage, et de savoir que du coup l'année prochaine, à peu près à cette même période, quand je vais repartir avec mes copines, et j'aurai un autre livre de l'autrice à lire. Enfin bref, voilà, c'est tout. Fin de la parenthèse. Tout ça pour dire que j'ai lu Maybe in Another Life. Le concept est assez simple, c'est l'histoire de, j'ai déjà oublié son prénom, damn, Anna. C'est l'histoire de Anna qui a une vie, alors pas une vie nulle, mais pas non plus une vie oufissime, tu vois. En fait, elle commence à se poser pas mal de questions, à se demander pourquoi elle a jamais réussi à trouver un endroit qu'elle appellerait chez soi, pourquoi elle a jamais réussi à s'attacher à un endroit ou à des gens en particulier, ou alors pourquoi est-ce que c'est jamais les bonnes personnes auxquelles elle s'attache. Enfin bref, elle est dans un moment de sa vie un petit peu compliqué, et du coup elle décide de rentrer auprès de sa meilleure amie, donc dans la ville natale de sa meilleure amie, là où elle a grandi avec elle, etc. Et pour célébrer son retour, sa meilleure amie organise une petite fête, donc le soir ils vont dans un bar, il y a plein de gens de son passé, etc. Notamment son petit ami d'enfance et d'adolescence qu'elle aimait plus que tout. Ils se sont séparés, pas parce qu'ils s'entendaient plus, mais parce que voilà, leur vie divergeait, etc., etc. Et quand on arrive à la fin de cette soirée, il y a deux choix qui s'offrent à Anna. Tout d'abord, rentrer avec sa meilleure amie et son mari, ou rester au bar avec son ex-petit copain avec qui elle aimerait peut-être potentiellement renouer un petit peu. Du coup, à partir de là, deux choix et deux histoires alternatives qui vont se dérouler sous nos yeux. On alterne un chapitre du point de vue d'une réalité, un chapitre du point de vue d'une autre réalité, et croyez-moi, c'était quasi impossible de deviner où on allait aller. Dans l'ensemble, il y a des choses qui t'apparaissent assez vite et que tu peux deviner, mais en gros, dans une des vies, il lui arrive directement un truc, j'étais en mode pardon? Pardon? Genre vraiment c'était très original, et ce que j'ai trouvé particulièrement bien fait dans ce récit, c'est qu'en fait malgré les points communs, parce qu'il y a quand même des éléments qui ne changent pas d'une vie à l'autre, et c'est pas répétitif, c'est pas redondant. Enfin des fois il y a même des passages entiers de conversations qu'elle a avec des gens, alors c'est pas forcément les mêmes gens, c'est pas forcément le même contexte, mais le but est le même, et de montrer que il y a des éléments dans ta vie auxquels tu ne peux pas échapper, en gros, pour le pire comme pour le meilleur. Et ces éléments qui étaient repris limite mot pour mot d'un chapitre à l'autre, à aucun moment je me suis dit bon c'est bon, ça je l'ai déjà lu, ou c'est redondant ou quoi. Non, j'étais vraiment hyper à fond. J'ai été happée, j'ai adoré, c'était très touchant, c'était très beau, c'était aussi drôle. Il y a une histoire d'amour bien sûr, enfin du coup techniquement il y a deux histoires d'amour, mais ça va beaucoup plus loin que ça parce que c'est avant tout une histoire d'amitié qui est sublime. C'est un contemporain qui permet d'aborder plein de sujets différents et les personnages sont hyper attachants, mais ça comme toujours c'est la force de cette autrice. Elle te fait des histoires où au fond il se passe pas souvent grand chose, mais les personnages qu'elle construit sont tellement incroyables que tu peux pas t'empêcher jusqu'à la dernière page d'être avec eux et d'avoir envie de savoir ce qui va leur arriver quoi. Enfin bref, je pense que j'ai assez parlé de ce roman, mais sachez qu'il est incroyable. Je sais que le concept des vies alternatives, parallèles, je sais pas trop comment faut dire, est un peu un plot qu'on va retrouver assez souvent dans les romans, notamment en contemporain, parce que parfois vous savez elle tombe dans le coma, puis quand elle se réveille sa vie est différente. Enfin, un peu comme le film là où il y a la maison de poupée et la poussière qui tombe et elle fait un vœu et elle se retrouve plus grande et du coup après elle revient et elle peut modifier les choses. Comment il s'appelle ce film? Avec Jennifer je sais pas quoi là, et Marc Ruffalo même. 30 ans sinon rien, je crois que ça s'appelle 30 ans sinon rien. Et voilà, bref, je me suis
encore éloigné du sujet. Tout ça pour dire que ce concept de différentes vies, etc., selon les choix qu'on fait, c'est assez exploité, c'est régulier que ça revienne dans les romans. Mais je sais pas, là j'ai trouvé ça très original, très bien mené, encore une fois porté par la plume de l'autrice. C'est validé, ça fait trop longtemps que je parle de ce livre, on enchaîne. De retour à la maison après mes vacances, j'ai trouvé ce petit SP, et quand je dis petit, c'est ironique puisque c'est une bricasse. J'avais donc ce service de presse qui m'attendait à la maison et je me suis précipitée dessus puisque c'est le deuxième tome de Et pourtant le bonheur était là. Oui, c'est ça. Les titres, je les confonds à chaque fois. Mais du coup, dans Et pourtant le bonheur était là, ou Et pourtant le bonheur est là, enfin, je suis pas sûre de ma conjugaison, mais en tout cas, ça parle de bonheur, c'est sûr. C'est l'histoire de Joya, qui est une jeune fille totalement à part, elle a du mal à trouver sa place, et elle a pas forcément envie de trouver sa place d'ailleurs, jusqu'au jour où elle va rencontrer Lo, un jeune garçon hyper mystérieux, encore plus mystérieux qu'elle. Ils vont se rapprocher, ils vont tomber amoureux, etc. Jusqu'au jour où Lo disparaît, et elle va se rendre compte en fait qu'elle savait absolument rien de lui, et que surtout ce qu'elle pensait savoir n'était pas forcément vrai. Enfin, c'est un roman qui commence comme un roman contemporain, et qui va limite tourner, alors au thriller, j'exagère parce que c'est pas non plus glauque ou quoi que ce soit, mais c'est hyper addictif parce qu'en fait, il y a plein de rebondissements, de révélations, et ça te retourne le cerveau en mode toi-même, tu sais plus ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qu'on t'a dit, ce que t'as entendu, est-ce que c'est vrai, t'es perdu quoi. Mais c'était surtout un roman hyper beau, très poétique et hyper atypique. Donc je sais pas, j'avais vraiment adoré, j'avais eu un gros coup de cœur pour le premier tome, et il avait une fin qui se suffisait plus ou moins à elle-même, on va dire. J'étais donc surprise d'apprendre qu'il y avait une suite qui arrivait, mais très curieuse de découvrir où elle allait nous mener. Je dois avouer que j'ai été un petit peu moins transcendée par celui-ci, sans doute parce qu'en fait j'avais déjà une certaine idée en tête de ce que j'attendais, et que forcément le deuxième tome n'est pas un copier-coller du tome 1, c'est évident, c'est même logique et c'est tant mieux. Mais du coup là je savais à quoi m'attendre au niveau du style, au niveau des personnages, au niveau un petit peu de ce côté rebondissement et limite enquête qui est toujours un peu en fond. Donc j'ai moins été genre par ce second tome, mais ça reste une très belle histoire. C'est toujours aussi poétique, ça pose aussi toujours plein de questions sur l'adolescence, sur le fait de grandir, sur les rêves, sur les autres, sur les relations dans notre famille, sur les relations amoureuses, sur la santé mentale aussi. C'était très beau. Ça m'a emmenée là où je m'attendais pas forcément à aller, mais en tout cas c'était une très belle lecture, et je ne peux que vous conseiller de lire le premier tome parce que franchement, pépite. Pour moi c'est un peu un ovni, tu sais pas trop dans quelle catégorie le placer, tu sais, c'est difficile d'en parler, de mettre des mots dessus, mais il te fait ressentir des choses extrêmement fortes, et il est surtout très bien écrit. Après ça, j'ai lu la fameuse épreuve non corrigée des 99 boyfriends de mes rêves de Adam Sass, qui paraît en fin septembre, aux éditions PKJ. Je vous l'avais déjà montré quand j'avais reçu ces épreuves dans la box PKJ, ce que je vous ai montré à l'occasion de ma vidéo sur DM, j'ai oublié le nom. Si ça s'apprend, c'est ça. Décidément, ma mémoire aujourd'hui, elle est encore pire que d'habitude. C'est pas peu dire. Bref, j'ai lu celui-ci et c'était une romance hyper chou. C'est l'histoire de Lucas qui a une vie plutôt parfaite, franchement, il a pas trop à se plaindre, sauf qu'il est d'une timidité maladive et surtout il perd tous ses moyens dès qu'il s'approche de quelqu'un qui lui plaît. Ce qui veut dire que du coup il a eu plein de crushs, mais il a jamais réussi à du coup concrétiser et avoir un vrai petit copain. Il décide que là c'est bon, ça suffit, il a donné, et il va tout faire du coup pour dégoter son petit ami parfait. Ça tombe bien parce que dans le métro, totalement par hasard, il va tomber en face de la plus belle personne qu'il ait jamais vue, ils vont essayer de se rapprocher, enfin ça va être un peu compliqué, mais ils vont réussir à former un peu une relation. Et c'est à partir de là que tout part un petit peu en cacahuète, évidemment, puisqu'il y a les histoires de famille, il y a les histoires d'amitié, il y a les questions qui se posent sur lui aussi, et puis il y a toute une histoire avec les réseaux sociaux, parce que lui, il a pris l'habitude de dessiner du coup ses crushs et de les poster sur les réseaux sociaux sur un compte anonyme, qui ne va pas rester anonyme si longtemps. Enfin, bref, il y a plein d'éléments qui viennent se rajouter à tout ça, et ça fait une romance hyper chou. Je vous avoue que j'ai eu un petit peu de mal avec le style d'écriture que j'ai trouvé un peu décousu, je saurais pas trop comment l'expliquer. Ça m'a légèrement freiné, mais ce qui a rattrapé le tout, c'est que les personnages sont très attachants, que c'est hyper mignon, il y a un côté un peu conte de fées moderne. En fait, t'avais l'impression de regarder une comédie romantique, c'était hyper chou, j'ai beaucoup aimé et je vous le recommande. Autre roman que j'ai lu et qui n'est pas encore sorti, je pense, au moment où vous verrez cette vidéo, ça sort, je crois, autour du 15, 16, 17 août. 17 août, ça me paraît très logique, ça doit être un jeudi. Il s'agit de Pony de R.J. Palacio, je sais pas comment on dit. C'est l'autrice de Wonder, que je n'ai toujours pas lu, qui est dans ma pile à lire, donc n'hésitez pas à me dire si je dois lire Wonder, parce que tout le monde dit que c'est incroyable, et moi je l'ai toujours pas lu. Et j'ai toujours pas vu le film non plus d'ailleurs. Enfin bref. Il y a un film, non, sur Wonder? Je suis en train de me demander si je dis pas des grosses bêtises. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est que du coup, j'ai lu ce roman qui va paraître aux éditions Gallimard. C'est un service de presse que j'ai reçu au travail. Et c'était vraiment bien.
C'est hyper atypique. Au début, j'étais pas sûre d'accrocher parce que c'est quand même assez spécial. Le concept de base est déjà un peu spécial. On est dans une ambiance très western, très Far West. On est dans l'Ohio en 1860 et c'est l'histoire de Silas qui a 12 ans et qui vit avec son père, un petit peu à l'écart de la ville la plus proche. Et un soir, ils sont réveillés tous les deux par des hommes qui arrivent à cheval, des hommes très mystérieux et qui n'ont pas l'air très très sympas. Ils disent au père de Silas, il faut que tu viennes avec nous, si tu viens avec nous, bah on fait rien à ton fils, enfin bref, vous connaissez un petit peu le bail. Du coup, pour le protéger, le père de Silas part, mais Silas décide de partir à sa recherche pour essayer de comprendre qui sont ces hommes, ce qu'ils veulent à son père et surtout pour essayer de sauver son père. Vous vous en doutez, son chemin est semé d'embûches, il va rencontrer des personnes très atypiques qui vont l'aider ou pas forcément. Et il va surtout apprendre plein de choses sur le passé aussi très mystérieux de son père et du coup indirectement sur lui-même. À savoir, et c'est là que le roman devient encore plus atypique, c'est que Silas, il est toujours accompagné d'une sorte de fantôme qui le suit depuis son enfance, qui est son ami, son seul ami d'ailleurs, et qui va du coup l'aider dans sa quête. Il est aussi accompagné d'un cheval qui justement accompagnait le groupe de méchants et qui est revenu vers lui, donc il voit ça comme un signe en fait, comme quoi il doit partir à la recherche de son père. Enfin bref, il y a plein d'éléments comme ça qui nous sortent totalement de ce côté western, Far West qu'on peut retrouver de prime abord. De prime abord ? Pourquoi tu parles comme ça, Marie? Genre d'un coup, la meuf, elle s'est dit, tu sais quoi, je vais parler un petit peu chicos. Enfin, à première vue, tu penses que c'est un western assez classique, et en fait, pas du tout, parce que y a ce côté limite surnaturel qui flirte un petit peu avec les limites de ce qu'on connaît. Il y a tous ces personnages qui rencontrent, qui apportent leur petite pierre à l'édifice. Il y a le personnage de Silas en lui-même qui est fascinant. Et surtout, il y a toute la poésie dans le style d'écriture. Enfin, c'est très difficile là encore de mettre des mots dessus, mais c'était une très bonne lecture qui m'a énormément surprise parce que je m'attendais pas du tout à ça, qui m'a beaucoup touchée et que j'ai dévoré. Je suis restée dans le côté roman historique en lisant La librairie des rêves ensevelis qui m'avait été envoyée par Cultura il y a quelques mois. Déjà j'avais trop craqué sur la couverture. Les éditions Charleston, j'aime énormément ce qu'ils font et du coup j'ai été très curieuse de découvrir celui-ci puisqu'il y avait que des bons retours. Effectivement c'était une bonne lecture, après pour moi ça n'a rien, au début en tout cas, de transcendant. C'est un roman sur la Seconde Guerre mondiale assez classique, que ce soit dans les personnages, dans la forme, même dans le fond. Je dois avouer qu'au début j'ai mis un petit peu de temps à rentrer dedans et après, une fois passé on va dire la moitié du roman, j'étais beaucoup plus impliquée dans l'histoire, beaucoup plus aux côtés des personnages et c'est vrai que je me suis laissée gagner par le truc, donc c'était une très bonne lecture. C'est l'ambiance en fait que j'ai trouvée finalement très immersive et bien évidemment le côté librairie qui m'a parlé parce que bah voilà, la passion des livres, tout ça, ça déclenche quand même un petit truc en moi. C'est l'histoire de Grace qui débarque à Londres en 1900, je ne sais plus, c'est au tout début de la guerre. Mais la date est importante quand même parce que c'est juste avant que tout parte en cacahuète. En août 1939, genre elle arrive, alors la guerre est un peu déclarée partout hein, bien sûr, mais elle arrive, elle se dit ouais Londres et tout, genre elle vient de la Cambrousse, elle fuit un petit peu sa famille qui ne l'apprécie pas plus que ça, elle est accompagnée de sa meilleure amie, elles sont déterminées à se faire une place dans la capitale. Et en fait très vite tout part en cacahuète mais d'une force magistrale puisque bah c'est le couvre-feu, c'est le blitz, c'est les abris aériens. Les abris aériens? Non, les abris anti-attaque aérienne, enfin vous avez compris. Donc Bichette, elle voulait vivre sa meilleure vie à Londres, elle se retrouve obligée de s'entasser dans l'espèce de cave qu'ils ont enterrée au fond du jardin pour échapper au bombardement. En parallèle de ça, elle doit se trouver un travail et par un concours de circonstances, elle se retrouve à travailler dans une bibliothèque, pas du tout une librairie. Alors qu'elle aime pas particulièrement lire, elle est pas particulièrement passionnée, mais de fil en aiguille, au fil de rencontres aussi surtout, et ben elle va apprendre à apprécier un peu plus cet endroit. Mais aussi les gens qui le fréquentent et voilà, au fur et à mesure que la guerre s'éternise et que les choses se compliquent, on suit son parcours, on suit ses relations, on suit ses rêves, on suit son évolution aussi. Comme je vous disais, ça reste très classique mais c'est très bien écrit, c'est un très beau roman. Si vous aimez tout ce qui est historique et en particulier sur la Seconde Guerre mondiale, franchement celui-ci, let's go. Ah oui, il est aussi sorti en poche, si jamais ça vous intéresse, parce que je vous ai dit que j'adorais les éditions Charleston, et c'est vrai, tous les romans que j'ai lus d'eux, je les ai beaucoup aimés. Mais il faut avouer que 22,50 € pour un livre qui fait moins de 300 pages, c'est-à-dire pour moi, franchement, une journée de lecture. Souvent j'ai un petit moment de un petit moment de recul, mais celui-ci est sorti en poche si jamais ça vous intéresse, donc le budget est un petit peu moins important. Autre livre que j'avais reçu dans un colis Cultura, il s'agit de À vivre avec de Alice Posière, que j'ai du coup lu ce mois-ci. Déjà la couverture, on en parle ou pas? Devant c'est comme ça, c'est trop beau. Et derrière, ah là 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 là. En plus, une fois qu'on a lu le roman, on voit tous les petits clins d'œil, on comprend toute la symbolique de cette couverture, donc franchement, je suis fan. J'étais très impatiente de découvrir le roman parce que Alice Posière est sur les réseaux sociaux, on a déjà eu l'occasion d'échanger un petit peu. Elle est hyper gentille et surtout ça fait toujours tellement plaisir de voir des autrices, des gens comme vous et moi, j'ai envie de dire, hein, qui réussissent leur rêve d'être publiées, donc j'étais très impatiente de la lire et de la soutenir. Et je peux vous dire que son roman est superbe.
Il est un petit peu plus lent que ce que je pensais, le rythme m'a un peu déstabilisée au début, c'est vrai, mais on suit 3 personnages qui ont chacun leur trauma, chacun leur bagage, chacun des problèmes avec la vie, et qui essayent du coup de surmonter tout ça, et surtout qui vont essayer, alors un peu à contre-cœur parfois, mais de s'aider mutuellement à surmonter ça. Je vais rester volontairement très vague quant à ce qui leur arrive parce que je pense que ça fait partie du coup de l'expérience de lecture, de découvrir bah, voilà, ce qui leur est arrivé, pourquoi ils sont comme ça et pourquoi ils ont besoin d'aide, pourquoi ils se reconstruisent, tout ça, tout ça. Mais sachez que c'était extrêmement, extrêmement bien écrit, très poétique, très touchant. Attention du coup parce que ça aborde des sujets assez compliqués, assez difficiles, donc il y a pas mal de trigger warnings. Si j'y pense, je vous les mettrai en barre de description. Sinon, je pense que vous pouvez les retrouver sur mon compte Instagram parce que j'en aurai déjà parlé quand cette vidéo sera partie. Et sinon, il vous suffit de lire des résumés pour comprendre un petit peu de quoi on va parler. Donc, n'hésitez pas à le faire parce que je pense que voilà, c'est une lecture qui peut être un peu compliquée selon ce que vous avez vécu. Mais c'est extrêmement beau, c'est extrêmement touchant et surtout, il y a une note d'espoir, une note de lumière et je trouve ça très important. Vraiment, pour un premier roman, je l'ai trouvé très bien écrit, donc je vous le conseille beaucoup, beaucoup. Après cette lecture hyper poignante, j'avais besoin d'un petit peu plus de légèreté, donc j'ai lu 2 mangas. Je vous les avais présentés dans mon haul du mois dernier, c'est des mangas qui m'ont été envoyés par les éditions Kiun. Le premier que j'ai lu, c'est du coup Kami-sama School, qui est par l'auteur des Carnets de l'apothicaire. Donc la dernière fois, vous m'avez dit qu'il fallait absolument que je lise les Carnets de l'apothicaire. Je vous ai entendu, je vais le faire, c'est promis. Mais pour le moment, Kami-sama School, c'est l'histoire d'adolescents qui sont envoyés dans des écoles où, parce qu'ils ont développé un don, et bah, ils sont formés pour devenir des dieux et des déesses. Là, on suit Nagi qui, elle, n'a pas fait preuve d'un don particulier, qui se retrouve malgré tout dans l'école, et du coup, elle va essayer de comprendre pourquoi elle est là, comment elle peut s'intégrer, est-ce qu'elle a un don, quel est son don, qu'est-ce qu'elle fait là. Vraiment, c'est la question la plus importante, qu'est-ce qu'elle fait là. Bien sûr, je vous le résume comme ça un petit peu rapidement, mais il y a plein d'autres choses qui gravitent autour de cette intrigue. C'était hyper original, c'était très très bien fait, genre vraiment, pour un premier tome qui introduit un univers très riche, j'ai trouvé que ça traînait pas en longueur, on avait juste ce qu'il fallait justement de world building et d'action et de rebondissement et de révélations pour qu'on soit malgré tout happé. On nous présente les personnages, on commence à esquisser les premières relations qui vont se tisser entre eux, mais franchement, j'ai pas trouvé de longueur, je me suis pas dit oui bon bah c'est très introductif, non j'ai trouvé que c'était très très bien dosé, j'ai beaucoup aimé et j'attends la suite avec impatience. Le deuxième manga que j'ai lu, je suis en train de me demander si je vous l'avais vraiment présenté le mois dernier, mais du coup dans le doute je le fais là. Il s'agit de Dream Maker de Zilo, qui est aussi paru aux éditions Kiun. Et ce qui est intéressant, je ne retrouve plus l'info, mais je suis sûre de l'avoir vu quelque part, c'est que c'est un manga d'une mangaka française du coup, qui a gagné en fait un concours auprès des éditions Kiun et qui explique du coup sa publication là. Je trouve ça plutôt chouette parce que moi je n'y connais pas des masses en manga, hein, je vous l'avoue, et je veux pas essayer de vous entuber et ça se voit. Mais j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de mangaka français. On a beaucoup de dessinateurs de BD, de webcomics, de webtoons et tout qui sont très talentueux. Mais peut-être que je me trompe et si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à m'envoyer vers les comptes ou les pages de mangaka français. Mais en tout cas, moi voilà, j'en avais, je crois, jamais lu, donc j'étais très contente de découvrir son univers. Ça va pas être facile à résumer, je vais vous le faire très très simplement, en mode je sais que je vais oublier plein d'éléments de l'intrigue, ne m'en voulez pas. Mais le but c'est aussi un petit peu de vous teaser pour vous donner envie, donc c'est normal que je laisse des trucs de côté. Bref, dans Dream Maker, c'est l'histoire en fait d'un monde où les humains ne rêvent plus. Du coup ça veut dire, vous vous en doutez, que déjà la vie elle est un peu tristoune, et surtout qu'on n'atteint jamais vraiment un stade de repos ultime quoi. En parallèle de ça, il y a plein de créatures un peu étranges qui ont fait leur apparition, enfin bref, c'est pas non plus un monde idéal. Et on suit un jeune garçon qui lui est prêt à tout pour rêver et qui du coup est prêt à tout pour se procurer une espèce de... C'est pas vraiment une drogue, mais c'est une sorte de potion que font les Dream Makers et qui permet justement d'atteindre ce stade de sommeil assez profond pour rêver. Vous vous doutez que ce genre de truc ça coûte une blinde, donc lui il économise, il fait des trucs pas très cool pour obtenir son argent, mais il est prêt à tout pour avoir sa potion. Sauf que quand il se rend vers la boutique pour acheter son songe, il tombe sur un garçon endormi et à partir de là, sa vie, elle va partir en couille. Partir en cacahuète, pardon, restons polis. Il y a plein de rebondissements. Là, pour le coup, j'ai trouvé ce premier tome un peu introductif, mais ça m'étonne pas parce que l'univers est très riche. On a déjà beaucoup de personnages qui nous sont présentés, on a ce concept des rêves qui, je pense, va être hyper intéressant. Donc c'était aussi une chouette lecture et pareil, je serais curieuse de découvrir la suite. En juillet, j'ai reçu moins de services de presse. D'ailleurs, vous verrez, la semaine prochaine, vous aurez mon haul du mois de juillet et il est composé à 99% d'achats. Parce que comme je ne recevais pas de livres, je me suis dit let's go, craquons notre slip, ce qui n'est absolument pas une justification. Vraiment, vous verrez, j'ai abusé. Mais bref, c'est un autre sujet encore. Je vous disais, du coup, j'ai reçu moins de services de presse et ce qui m'a permis de lire en fait des livres qui étaient dans ma pile à lire depuis un petit moment. Notamment pas mal de livres que Cultura m'avait envoyés depuis ce début d'année. Parce que jusqu'à présent, j'avais pas forcément eu le temps de les lire, mais c'était des livres qui me tentaient trop, donc j'en ai profité, on va dire. Et c'est le cas justement de La Cité du Temps de Diana Wynne Jones. Attendez, je le refais. Diana Wynne Jones. Quand même.
Petit effort, Marie. C'est l'autrice qui a écrit bien sûr Le Château de Hurle et tous les livres un petit peu... comment ça s'appelle? Oui, c'est ça, Le Château de Hurle, Le Château des Nuages, La Maison aux Mille Détours, voilà, des choses un peu comme ça qui font très Ghibli justement. Et moi j'avais totalement craqué sur celui-ci parce que déjà la couverture je la trouve magnifique. Le pitch m'avait aussi beaucoup plu puisque c'est l'histoire de Viviane qui en 1939, j'arrive plus à parler, 1939, est évacuée de Londres pour échapper au bombardement. Et quand elle arrive à la gare de la petite ville de campagne où elle doit vivre maintenant, il y a deux garçons à peu près de son âge qui lui tombent dessus et en fait qui la kidnappent pour l'emmener dans la Cité du Temps, donc un espace qui est hors du temps et qui s'occupe de régler un peu tous les problèmes que peuvent causer les lignes temporelles, on va dire. Ils lui disent qu'ils l'ont kidnappée, enfin ils l'ont amenée ici parce qu'elle a un rôle très important à jouer dans la sauvegarde de la ligne temporelle. Sauf qu'ils vont se rendre compte qu'ils n'ont pas kidnappé la bonne personne. Du coup, elle se retrouve dans un monde qui la dépasse totalement, avec des gens qui savent des trucs qu'ils sont pas censés savoir. Elle-même, elle sait pas trop où elle en est. Enfin bref, c'est très très compliqué. Et du coup, ça parle de voyage dans le temps, ça parle de ligne temporelle encore une fois, ça parle de tu bouges un truc là mais ça fait bouger 50 000 trucs ici, enfin bref. Il y a beaucoup d'action, c'était très original et très très bien mené, franchement, j'ai pas décroché jusqu'à la fin. Par contre, c'est vrai que c'est un peu lent et un peu complexe, je vais pas vous le cacher. Parce que moi, quand j'ai vu la couverture et que j'ai lu le résumé, je me suis dit ok, il est classé en adulte certes, mais je pense que ça pourrait totalement convenir à des adolescents, voire à des enfants à partir de 11-12 ans, tu vois. Je suis pas sûre du coup. Je suis pas sûre parce que c'est quand même très dense, c'est quand même très compliqué, c'est quand même très lent. Donc c'était une bonne lecture. Après, je m'attendais pas tout à fait à ça. J'ai beaucoup aimé le style d'écriture, j'ai bien aimé les personnages, j'ai bien aimé les relations qui se nouaient entre eux au fil des pages. Mais c'est vrai qu'il faut suivre quoi. En plus, c'est quand même une petite bricasse, même si les marges sont quand même importantes. Ça reste quand même un bon bébé, un bon gros bébé. Après ça, j'ai enfin sauté le pas, j'ai enfin cédé à l'appel, puisque j'avais deux romans, encore une fois envoyés par Cultura, qui traînaient dans ma palle depuis quelques mois maintenant, qui me faisaient beaucoup de l'œil et que je repoussais en fait le moment de le lire parce que j'avais peur d'être déçue, parce que j'avais vu des retours un petit peu, alors soit très bons, soit très mauvais dessus, et j'avais peur d'être dans la team très mauvais. Mais en fait tout va bien, je suis dans la team très bon. Fin du suspense, j'ai lu les deux premiers tomes de la saga The Prison Healer. Donc ça c'est le tome 1 et ça c'est le tome 2. Et franchement les gars, j'ai adoré. Objectivement, je vois qu'il y a des choses qui sont pas ouf. Vas-y, je vais faire tome par tome parce que ce sera plus simple. C'est garanti sans spoil, ne vous inquiétez pas. Mais en gros, c'est l'histoire de Kiva, qui est une jeune fille qui a eu des petits problèmes avec la justice. Enfin, sa famille a eu des problèmes avec la justice. Ce qui fait que son père et elle ont été envoyés en prison quand elle était toute petite. Et c'est pas n'importe quelle prison, c'est la pire prison de tout l'univers. Où on exploite les prisonniers à mort, la moitié clame au bout de 2 semaines. Enfin bref, c'est vraiment horrible. Et elle, comme elle a des talents de guérisseuse qu'elle a appris auprès de son père, eh bien elle réussit à survivre même après la mort de celui-ci et elle devient du coup la guérisseuse de la prison. C'est pas ouf, franchement sa vie est nulle, c'est sombre, c'est glauque, c'est horrible. Mais un jour, il y a un prisonnier un peu spécial qui arrive en prison et surtout quelques temps après lui, il y a la reine rebelle qui du coup est à la tête de la rébellion et qui veut s'emparer du royaume à côté, on va dire. Et à partir de là, c'est pareil, tout part en cacahuète, mais d'une force incroyable. Puisqu'en fait, Kiva est aussi en contact avec sa famille qui lui reste, qui est en dehors de la prison, qui lui promettent qu'ils vont venir la chercher. Et là, quand la reine arrive, ils lui disent « Maintiens-la en vie, fais tout pour qu'elle survive, on arrive pour vous chercher ». Du coup, elle, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle se porte volontaire à la place de la reine à moitié clamsée, là, qui est arrivée sur sa table, pour passer des épreuves qui sont censées la juger, en gros. Bref, vraiment, bref. Mon résumé est très nul, j'en ai conscience, je suis désolée, mais grosso modo, c'est comment Kiva va tout faire pour survivre, pour préserver la reine. C'est les complots, c'est les trahisons, c'est les révélations, c'est les secrets. C'est une ambiance très dark. C'est un côté de fantasy que j'ai trouvé pour le coup pas très bien exploité. Genre, il y a une histoire de magie, mais que j'ai trouvé un petit peu simpliste par rapport à tout le reste de l'univers. Parce qu'on est plus dans le côté complot, voilà, qui ça, pour le coup, m'a beaucoup plu. Et tout le monde avait dit que le début est un peu lent, peut-être, ce que j'ai pas forcément trouvé très vrai parce que on monte un peu en puissance et surtout en fait il faut le temps d'installer tous les éléments parce que c'est très complexe que ce que l'autrice a mis en place et je trouve ça pour le coup très bien fait. Donc moi j'ai pas trouvé forcément de longueur au début parce que je me suis imprégnée progressivement des éléments qu'on me donnait. Par contre on m'avait dit ouais t'inquiète même si tu trouves que le début est un peu lent, à la fin il y a un cliffhanger du futur. En fait les gars c'est pas un cliffhanger, c'est une série de cliffhangers, c'est une série de plot twists même. Donc le premier moi je me suis dit pfff. Après il y en a encore un autre je me suis dit ah ouais. Par contre le troisième un peu flemme quoi tu vois. Je vais passer pour une personne horrible mais je pense que trop de plot twists tue un petit peu les plot twists. En tout cas je ne peux pas nier que la fin était oufissime et c'est pourquoi j'ai enchaîné directement avec le tome 2 bien sûr. Pour moi le tome 2 il est assez similaire au tome 1 dans le sens où on est un peu sur le même rythme, alors un rythme un petit peu plus effréné c'est vrai,
On apprend à approfondir les personnages, tout ça, tout ça. Donc je l'ai aussi beaucoup aimé. C'est pareil, on a le plot twist final qui était en mode oh putain, quand est-ce qu'il sort le tome 3 ? J'ai dit un gros mot, je suis désolée. Donc j'ai beaucoup aimé ma lecture. Par contre, là où j'ai été un peu freinée, c'est que pour le coup, il y a des choses que j'avais vu venir. Parce que je trouve que le personnage de Kiva, sur certains points, elle est incroyable. C'est vraiment une héroïne hyper intéressante parce que elle a cette force incroyable en elle, mais par contre, à côté de ça, il y a des trucs sous son nez, elle ne les voit pas. Enfin, je sais pas, je l'ai trouvée très humaine sur certains points et du coup, c'était facile de s'attacher à elle, voire de s'identifier à elle. Et sur d'autres, t'as juste envie de la secouer, mais c'est pas possible, quoi. Et c'est cet aspect-là qui est beaucoup ressurgi dans le tome 2 et qui du coup m'a peut-être un petit peu plus freinée, mais il n'empêche que j'ai adoré ces 2 livres et que je compte les jours avant la sortie du tome 3, vraiment. Enfin, je compte pas vraiment les jours avant la sortie parce qu'on n'a pas la date de sortie, donc disons que je suis dans l'expectative de pouvoir compter les jours avant la sortie du tome 3. J'ai l'impression que mon avis est hyper brouillon et je suis désolée si c'est le cas, mais je voulais pas trop en révéler parce que je voulais pas spoiler non plus. Mais vraiment, j'ai adoré. C'était des très bonnes lectures. Le tome 1, c'était vraiment un coup de cœur. Le tome 2, c'était un presque coup de cœur. C'est de la fantasy assez dark. C'est, comme je vous disais, complot, révélation, trahison, la romance bien slow burn. Des héros qui sont à la fois attachants et humains, c'est-à-dire qu'ils ont aussi des défauts, ils ont aussi des moments où ils partent en couille et où ils font n'importe quoi. Mais du coup, ça les rend encore plus attachants, vraiment. Très bien écrit aussi, non, mais c'est validé en fait. Après ça, j'ai changé d'ambiance et j'ai lu Le rôle de sa vie, qui est un livre qui m'avait été offert par super adjointe Léa. Et c'était très sympa, c'est dans l'univers du théâtre, c'est l'histoire de... J'ai oublié son prénom évidemment. C'est l'histoire de Lainey qui est une actrice de théâtre en Angleterre, assez réputée franchement, elle a sa petite réputation sympatoche et tout, et surtout elle a une très bonne réputation, alors que la personne qui travaille avec elle, qui partage la vedette sur la pièce de théâtre, qui s'appelle Richard, lui il a une réputation à chier. Pardon, je sais que c'est encore un gros mot, mais là il n'y a pas d'autre solution, je peux pas dire les choses autrement. Il a une réputation vraiment horrible. Sauf que ça commence à impacter en fait les ventes de la pièce de théâtre dans laquelle ils sont tous les deux et du coup les producteurs leur demandent de faire semblant d'être ensemble pour redorer un petit peu le blason du mec quoi. C'est donc du fake dating avec d'un côté comme de l'autre les histoires de famille etc. C'était très chou. Par contre j'ai trouvé que ça n'avait rien de très original et un peu lent aussi peut-être. J'ai eu du mal avec le style d'écriture, les personnages sont mignons, ils sont attachants. C'était sympa mais sans plus on va dire. J'étais lancée, donc j'ai enchaîné avec une autre romance et il s'agit de Oh My Lord de Emma Green. C'est l'histoire de Sidonie qui part en Angleterre avec sa sœur jumelle parce qu'elles veulent totalement reconstruire leur vie après la mort de leur mère et elles ont du mal à trouver un taf et Sidonie finit par dégoter le job d'une babysitter, enfin d'une nanny même, dans une famille extrêmement riche et très bourge. Il se trouve que la gamine qu'elle est censée garder est un petit monstre et surtout que le père de la gamine en question, qui est un veuf pété de thunes, est très canon. Je ne vous en dis pas plus, on sait tous où ça va. Moi-même je savais où ça allait, mais je vous avoue que j'étais surprise que ça démarre aussi vite. Genre il faut à peine une 50aine de pages pour que ça commence à sauter dessus. Du coup j'étais en mode ah bah très bien, d'accord, après tout pourquoi pas. Mais du coup qu'est-ce qui se passe dans le reste du roman, tu vois? Et en fait c'est plutôt bien fait parce que malgré que l'histoire amoureuse aille quand même assez vite, bah, on a ce jeu un peu classique de je t'aime mais je ne peux pas, oui mais attends, mais blablabli, blablablou, etc. Il y a pas mal d'obstacles qui se dressent entre eux deux. Il y a les secrets d'un côté, il y a les traumas de l'autre, etc. Donc franchement c'était très bien fait. C'est du Emma Green, donc forcément c'était drôle, c'était touchant, c'était bien écrit, c'est validé. Les 3 prochains romans que je vais vous présenter, préparez-vous, parce qu'en fait c'est genre, je pense, la révélation de mon mois de juillet, voire de mon été, voire de mon année 2023. Oui, je l'ai dit. Rappelez-vous, le mois dernier, j'ai lu People We Meet on Vacation de Emily Henry, que j'avais adoré. Gros coup de cœur. Et du coup, je me suis dit, bah, let's go, je vais lire les autres livres de cette autrice, puisque j'ai bien aimé celui-ci, il n'y a pas de raison que les autres ne me plaisent pas. J'ai donc commencé par Comme dans un roman d'été, pardon, je confonds toujours le titre, qui est sorti il y a déjà plusieurs années, je crois, d'abord aux éditions Cherche Midi et ensuite aux éditions Pocket, donc moi je me suis procuré la version poche évidemment. Et j'ai commencé, je me suis dit, ouais, ok, au début c'est un peu lent, mais c'est sympa, pourquoi pas, voilà. Et en fait, à un moment, j'ai atteint un stade de l'histoire où je pouvais plus lâcher le roman. Je ne pensais qu'à ça, je ne pensais qu'à lui, H24. Enfin, H24 c'est un bien grand mot parce que de toute façon je l'ai lu en moins de 24 heures. Mais gros coup de cœur, j'ai adoré. C'est l'histoire de Auguste qui est un écrivain sérieux qui écrit, vous savez, genre les best-sellers, les trucs de la rentrée littéraire, là, bien glauque, bien sombre. Et de January qui elle écrit des comédies romantiques, donc des choses beaucoup plus légères. Ils se sont rencontrés à la fac, ça s'est pas très bien passé parce qu'ils étaient très différents l'un de l'autre. Ils se sont pas revus depuis des années, sauf que là, January, elle vient de perdre son papa. Elle a découvert que, bah voilà, il avait une vie
Il avait une double vie en fait, du coup elle se rend sur l'endroit où il avait sa deuxième vie pour récupérer la maison qu'il lui a léguée et quelle n'est pas sa surprise de découvrir que c'est Augustus qui du coup habite en face. J'ai du mal à dire Augustus sans penser à Augustus Gloops dans Charlie et la chocolaterie. Donc sachez que dans le livre il le surnomme Gus et je vais faire pareil parce que c'est pas possible. Je peux pas associer l'idée que je me fais de ce personnage qui est un homme trop beau, hyper gentil, charmant, enfin bref, tout ce que vous voulez, et Augustus Gloops dans Charlie et la chocolaterie, ça ne va pas, mon cerveau va bugger. Donc bref, elle découvre que Gus habite juste en face de chez elle et ils sont tous les deux en train d'essayer d'écrire un roman et ils sont tous les deux bloqués. Donc ils vont mettre de côté leur rivalité et se lancer un défi. January doit écrire un roman sérieux et Gus doit écrire une comédie romantique pour se prouver mutuellement qu'ils peuvent le faire et surtout pour prouver à l'autre que c'est pas si facile qu'il n'y paraît. Donc de défi en défi, de révélation en révélation, de date en date, ils vont évidemment se rapprocher et leur relation est pleine de rebondissements bien sûr, mais c'est, je sais pas, encore une fois, c'est comment les personnages étaient construits, j'ai trouvé ça incroyable. C'est une romance tellement belle, mais ça va bien au-delà de tout ça. J'ai du mal à mettre les mots sur ce que j'ai ressenti, mais j'ai adoré ce roman. Je l'ai tellement aimé que qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée directement m'acheter les autres romans de l'autrice. Ils sont pas sortis en français, ces deux-là, donc j'ai acheté Book Lovers et Happy Place, qui est donc le dernier de l'autrice. Comment vous dire? Je les ai achetés le mardi, et le vendredi soir, j'avais fini les deux livres, quoi. Pourtant, j'ai travaillé dans la semaine. J'ai fait plein d'autres trucs en plus, mais la question n'est pas là, c'est juste que j'ai tellement aimé. Vous vous rendez compte que j'ai découvert du coup cette autrice, on va dire fin juin, et que du coup là on est fin juillet et j'ai déjà lu tous les romans qu'elle a sortis et je les ai tous aimés. C'est ça aussi qui est incroyable, c'est qu'il n'y en a pas un que j'ai moins aimé, il n'y en a pas un que je trouvais bof. J'ai accroché à tous ces romans. Objectivement, il y a des schémas qui se répètent un petit peu, notamment dans les relations amoureuses, on les voit venir à 1000 km, on va pas se mentir, mais il y a toujours un truc qui différencie ces personnages, notamment ces personnages féminins que je trouve hyper bien travaillés. C'est très facile de s'identifier à elles, de s'attacher à elles. C'est aussi très facile de tomber amoureux de ses protagonistes, on va pas se mentir. Mais vraiment, c'est la manière dont elle construit son intrigue et ses personnages, les relations qu'elle tisse, tout ça, c'est incroyablement bien fait. J'ai dévoré ces romans et là je suis déjà en train de me dire j'aurais dû les faire durer. En fait j'ai voulu les faire durer. J'ai voulu en lire un, me dire ok on fait une petite pause, on lit autre chose, on en lira un plus tard pour les faire durer sur le long terme parce que là du coup je sais pas quand est-ce qu'elle va sortir le prochain quoi. Mais j'ai pas réussi à être raisonnable et je les ai dévorés. Je vous fais du coup des petits résumés rapides de ces deux-là aussi. Happy Place, c'est l'histoire de Harriet et Win qui sont en couple depuis des années. C'est le couple parfait, ils font partie d'un groupe d'amis, ils se sont rencontrés à la fac, ils partent tous en vacances ensemble tout le temps. Enfin bref, ils ont leur tradition, ils sont extrêmement soudés. Et là du coup c'est l'été et ils partent encore une fois en vacances tous ensemble, sauf que ce que le groupe ne sait pas c'est que Win et Harriet se sont séparés. Et comme il se passe plein de trucs dans le groupe, ils vont décider de garder le secret encore un petit moment et de faire semblant d'être toujours ensemble. C'est hyper touchant parce qu'au début du récit on sait pas pourquoi ils se sont séparés, on sait pas ce qui les a menés à la rupture, on va en apprendre progressivement un peu plus, c'est distillé vraiment de manière très éparse on va dire, mais waouh, juste waouh. Et je crois que c'est celui-ci qui m'a le plus touchée parce que ce soit le personnage d'Harriet ou de Win, j'ai retrouvé des choses de moi en eux. Et du coup, ça rendait le récit encore plus prenant, encore plus touchant. Enfin, vraiment, waouh. Ah oui, c'est mon nouveau mot pour parler des romans d'Emily Henry. Waouh. Donc gros coup de cœur, voilà, sans surprise. Et Book Lovers, qui est le dernier que j'ai lu, c'est l'histoire de... Faudrait vraiment que j'apprenne à mémoriser les prénoms, hein. C'est l'histoire de Nora qui est une agent littéraire et de Charlie qui lui est un éditeur. Leur première rencontre est assez explosive. Et des années après, Nora se retrouve presque par hasard dans un petit village au fin fond des États-Unis parce qu'elle a voulu faire plaisir à sa sœur et passer du temps avec elle en tête à tête. Et elle tombe sur Charlie qui lui aussi habite dans ce village et en fait ils vont se retrouver un petit peu à travailler ensemble sur un manuscrit à sortir. Donc déjà il y a ce côté très littéraire que j'ai trouvé ouf. C'est très lent, comme les autres romans de l'autrice, hein, je vais pas vous mentir, c'est lent, au début il se passe pas grand chose, tu plantes les personnages, tu plantes la situation, etc. Mais à chaque fois, encore une fois, je sais que je me répète, je suis désolée, mais elle crée un passé et toute une situation autour de ces personnages qui fait que c'est impossible de lâcher le roman, c'est pas possible autrement quoi, je sais pas comment elle a réussi ce tour de magie. Donc pareil, on part sur un coup de cœur, voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'aurais pu aller chercher People Who Meet on Vacation, mais je vous avoue j'ai un peu la flemme, alors qu'au fond il est pas très loin, parce qu'il est juste derrière moi là, je sais pas s'il se voit, mais bref. Je vous ai pas dit non plus, mais ils sont extrêmement drôles. Les romans de cette autrice sont bourrés d'humour, elle a énormément d'esprit. Tout est parfait, vraiment tout est parfait. Du coup j'en ai lu 2 en anglais, 2 en français, dans 2 maisons d'édition différentes avec des traductions différentes. Donc vraiment, je pense que là on peut partir du principe que Emily Henry ait rejoint le panthéon de ces auteurs, où dès qu'ils vont sortir un livre, je vais l'acheter direct. Oui, j'ai dit le panthéon, genre comme si c'était une consécration pour eux d'être dans mes auteurs préférés. Je pense qu'ils s'en tapent un rein, mais c'est pas grave, je l'ai dit quand même et je l'assume, je suis maintenant fan d'Emily Henry. Du coup, c'est un peu gênant parce que je suis fan d'elle, mais je sais toujours pas si on dit Emily Henry ou Emily Henry.
vu qu'elle est américaine, je me dis qu'il faut peut-être prononcer à l'américaine Henry, peu importe au fond non. Ce qui importe c'est que j'aime ces romans de tout mon cœur et j'attends le prochain avec trop d'impatience. Qu'est-ce que j'ai lu d'autre en juillet? Eh bien j'ai lu La voleuse de toit qui est sortie fin juillet aux éditions Rivka. C'est une réédition parce que je crois qu'il était déjà sorti dans une version classique, mais là c'est un petit collector hardback qui brille de mille feux, que je vous montre un petit peu l'intérieur aussi. On a l'illustration de l'héroïne et de l'autre côté l'illustration du protagoniste masculin bien évidemment, qui est pas désagréable à regarder, n'est-ce pas? Du coup, La voleuse de toit, de quoi ça parle? Eh bien, c'est l'histoire de Éléonore, qui est une jeune fille d'une famille très aisée, qui la nuit se travestit en garçon et qui va qui va gambader sur les toits et qui va essayer de s'opposer un petit peu au régime du monde dans lequel elle vit, puisque dans son monde, il y a trois règles. Il y a trois règles qui régissent le quotidien. La règle numéro 1, c'est que l'art est prohibé. La règle numéro 2, les livres sont prohibés. La règle numéro 3, la musique est prohibée. Donc en gros, on part sur une bonne ambiance. C'est un régime hyper dictatorial. En plus, il y a une guerre qui fait rage et du coup, la moitié de la population est tout le temps envoyée se battre. On les revoit jamais. Enfin bref, c'est très compliqué. Et Éléonore, elle décide de s'opposer un petit peu à tout ça. Un jour, elle va rencontrer Elias de je ne sais plus comment, Elias d'Aubray, qui lui aussi fait partie de la haute noblesse, mais encore plus haute qu'elle. Et à partir de là, il va leur arriver plein d'aventures parce qu'ils vont découvrir des secrets. Mais ça suffit, oui! Des secrets de famille bien cachés, ils vont découvrir des complots. À un moment dans le livre, on a un petit plot et une petite touche de fantastique qui apparaît, donc il y a même une sorte de voyage dans le temps. Enfin franchement, c'était très bien écrit, c'était très original. Et ça a beau être une belle bricasse, je suis restée quand même accrochée dessus jusqu'à la fin. Par contre, c'est un peu compliqué, enfin c'est pas tant que c'est compliqué, c'est juste que c'est un peu dense, et surtout c'est très lent. Il y a beaucoup de dialogues où on explique la situation, ou alors des dialogues où on fait des introspections un peu. Donc c'est vrai que ça freine un petit peu le rythme de l'histoire, je pense qu'il faut être préparé quand on le commence. L'ambiance peut faire penser un petit peu à une dystopie à la Hunger Games en mode voilà, c'est contrôlé, c'est les règles, c'est nanani, c'est nanana, et une héroïne qui essaie de s'opposer à tout ça. Mais dans le rythme, on n'est pas du tout là-dessus, on est sur quelque chose de beaucoup plus lent, beaucoup plus posé, mais ça permet aussi d'apprécier déjà le style d'écriture de l'autrice qui est très beau, et surtout la complexité, mais dans le bon sens du terme, de l'intrigue qu'elle a mis en place et du monde qu'elle a créé. Donc vraiment c'était une chouette découverte, pas le coup de cœur qu'on m'avait promis et pas non plus la révélation que j'attendais, mais une très bonne lecture, un one shot en plus, donc ça fait plaisir, et de la fantaisie à la française si je ne me trompe pas, parce que je pense que Laure Dargelos est française. Très bien, je recommande, sachant que j'avais lu un autre livre de l'autrice, alors pas son plus connu qui s'appelle Proserpine point virgule, je crois, qui est dans ma wishlist depuis très longtemps aussi, mais un autre qui s'appelait, damn, j'ai encore oublié le titre, Les Oubliés d'Astrolune, je crois qu'il s'appelait. Et c'est pareil, c'était hyper original, très bien mené, beaucoup plus rapide, donc il y avait moins ce côté dense qui m'avait un peu freiné. Mais je vous le conseille aussi parce qu'il n'est pas connu du tout, mais il est vraiment bien. Enfin, le dernier livre que j'ai lu au mois de juillet et dont je peux vous parler, il s'agit de Dents de soie de Maëlle Desarts, qui sort en août, je crois, toute fin août, peut-être le 24 août ou un truc comme ça. Vous me connaissez un petit peu maintenant, vous savez que je suis trop fan de cette autrice, elle est aussi adorable qu'elle est talentueuse, du coup j'étais trop impatiente de lire son nouveau livre, qui en plus est de la fantasy, donc moi un petit peu mon genre de prédilection on va dire. C'est l'histoire de deux personnages que tout semble opposer, qui vont malgré tout faire alliance. C'est l'histoire de Devin, qui est un vampire en disgrâce, parce qu'il y a eu une histoire, voilà, il a essayé de se venger, etc. Ça s'est très mal terminé pour lui, on lui a arraché les dents, donc c'est vraiment le déshonneur pour un vampire. Et c'est l'histoire de Navi, qui elle est une fée, qui était promise à une destinée glorieuse, parce qu'elle est très puissante, et qui se retrouve à faire un taf de merde. C'est l'histoire de leur rencontre, c'est l'histoire d'un pacte qu'ils vont tisser ensemble pour soit se venger, soit avoir la place qu'ils estiment devoir avoir dans la société, avoir la place qu'ils estiment leur revenir, enfin vous avez compris l'idée. Et c'est l'histoire de comment leur alliance va tout faire partir en cacahuète pour le monde dans lequel ils vivent. C'est bourré d'humour bien évidemment, franchement le personnage de Navi, elle avait des répliques mais absolument incroyables. C'est très original, c'est extrêmement bien écrit, extrêmement bien mené, c'est bourré d'action, de rebondissements et tout ce qu'il faut. C'est aussi en one shot, encore une fois ça fait trop plaisir parce que j'ai pas toujours envie de me lancer dans des sagas qui font 47 tomes. La couverture est très belle, donc non vraiment je ne vois pas ce qui pourrait ne pas vous tenter dans ce roman. Ça casse un petit peu les codes, autant dans le monde dans lequel on évolue que les personnages qui y sont mis en scène. Et voilà, je sais pas ce que je peux vous dire de plus, franchement c'était trop bien. Ça sort effectivement, je viens de vérifier, le 24 août aux éditions Slalom, donc là moi j'ai reçu une épreuve non corrigée et j'ai trop hâte qu'il sorte en librairie pour que vous puissiez le découvrir et soutenir Maëlle comme elle le mérite.
Voilà, et bien c'est tout pour moi parce que comme je vous le disais en début de vidéo, j'ai lu d'autres livres et je suis en train d'en lire d'autres, mais je ne peux pas encore trop vous en parler, c'est assez confidentiel, mais du coup je le ferai le mois prochain sans faute. J'ai donc quand même pas mal lu et j'ai lu beaucoup de romances, vous l'avez peut-être constaté, encore que avec mes lectures de la fin, ça équilibre un petit peu. Mais c'est vrai que j'étais assez fatiguée en juillet, en plus il faisait chaud, ça m'épuisait, blablabli, vous connaissez. Et j'avais pas forcément envie de me concentrer à fond sur une fantaisie, donc j'ai lu beaucoup de romances et ça fait du bien. J'ai aussi pas mal lu en anglais, donc ça je suis contente parce que je me suis rendu compte que ça me manquait. C'est sûr que j'aime lire en français, c'est carrément plus simple, hein, je me prends moins la tête et tout, mais je suis contente d'avoir réussi à atteindre un stade où quand je lis en anglais, ça me semble aussi assez naturel et où je sens que ça me fait plaisir. Je sais pas pourquoi je vous raconte ça, tout le monde s'en fiche, mais en tout cas j'ai lu en anglais, je suis contente et je pense que je vais continuer à en lire là cet été parce que je suis encore dans un petit creux au niveau des services de presse. Donc je vais pouvoir taper dans ma palle personnelle et notamment dans les livres qui traînent dans cette palle en question depuis quelques mois, voire quelques années. Mais bon, ça ce sera l'objet d'une prochaine vidéo, en l'occurrence je pense mon bilan lecture du mois d'août, enfin bref, on verra. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour mon haul du mois de juillet et comme je vous disais, accrochez-vous parce que j'ai craqué, mais j'ai craqué sévère. Ma carte bleue est en PLS, mon banquier est en train de se dire mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on la bloque? Il faut faire quelque chose, faut intervenir les gars. Donc oui, restez connectés parce que ça promet d'être assez intéressant. En attendant, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu durant ce mois de juillet. N'hésitez pas à me dire si un des livres dont j'ai parlé vous tente, si vous en avez lu un, bref, à papoter comme d'habitude, vous savez que ça me fait trop plaisir. Si vous n'avez pas envie de commenter quelque chose de trop construit ou si vous êtes trop timide pour ça, n'hésitez pas à mettre des petits emojis. Qu'est-ce qu'on va mettre ce mois-ci? Alors attention, là va falloir s'accrocher parce que je vais vous faire un truc un peu technique. Je vous propose qu'on mette déjà 3 cœurs, comme les 3 livres de Emily Henry que j'ai lus ce mois-ci et que j'ai adoré. Pour symboliser comme dans un roman d'été, je vous propose de mettre un soleil. Pour symboliser Happy Place, je vous propose de mettre un petit emoji maison. Et pour Book Lover, évidemment, un livre. C'est bon, vous l'avez du coup, 3 cœurs, un soleil, une maison, un livre. Non mais là on dirait un code spécial pour débloquer quelque chose, mais en fait vous mettez ce que vous voulez comme commentaire, hein. Peut-être je me suis un peu emballée cette fois-ci. Bref, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter du coup, à vous abonner, à liker, à activer les notifications. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!